qu'on craignait. Hein. Oui, c'est une très bonne chose. Moi, ce que j'entends me semble mesuré et adapté, puisque effectivement, ce ne pas perdre de vue, c'est d'abord les médecins prennent mieux en charge et connaissent mieux Covid, donc il y a une prise en charge qui est différente par rapport à la première vague dans les hôpitaux. Et ensuite, on a quand même une couverture vaccinale qui est beaucoup plus importante, ce qu'on n'avait pas initialement. Donc ça, ce sont des éléments qui doivent nous rassurer. Moi, je salue ces mesures et j'espère qu'on n'ira pas vers un couvre-feu et surtout pas un report de la rentrée scolaire comme certains le demandent, surtout pas une fermeture des écoles comme certains le demandent, parce qu'il faut absolument préserver les enfants au maximum, des enfants qui ont payé un lourd tribut ces 2 dernières années. Et je tiens vraiment à saluer l'action du ministre de l'Éducation nationale. Ça me semble, ce qui est dit, me semble proportionné, mesuré et assez juste pour pouvoir arbitrer entre les conditions sanitaires sans céder à la panique et l'économie qu'il faut préserver et la psychologie, l'état psychologique aussi des Français qui commencent un peu à saturer. Après, on le rappelle, c'est quand même un instantané. Hein, oui. On est dans un tenté. Hein, un lundi, on verra si dans 3 jours, il y a 3 fois plus de cas et qu'à l'hôpital, eh bien, il y a une petite vague qui commence à monter et à submerger l'hôpital. Bien sûr qu'il y aura sans doute de nouveaux conseils de défense sanitaire convoqués. Je vous ai vu réagir assez vivement à l'évocation de cette mesure de la gratuité des tests dès la première injection. Ça ne vous paraît pas aller dans le bon sens, Laurent Lozon ? Dans la liste de toutes les erreurs qui ont été... de toutes les erreurs qui ont été faites par ce gouvernement, la plus récente et la plus catastrophique de toutes les erreurs a été la suppression de la gratuité des passes, des tests pour le public, puisque on sait finalement... On a voulu forcer la population, l'intégralité de la population à se faire vacciner. D'une certaine façon, on y est arrivé, puisqu'on a plus de 90% de la population aujourd'hui adulte qui est vaccinée. Et alors qu'on nous parlait d'une immunité collective à partir de 80% il y a 6 mois. Donc on a largement dépassé le seuil qui a été fixé il y a 6 mois, qui disait qu'à partir de 80%, ça y est, on allait pouvoir retrouver la vie d'avant. C'était sans compter l'arrivée des nouveaux variants. Bien évidemment. Mais ça, les nouveaux variants, on les avait déjà anticipés à l'époque. Et la mesure pour moi la plus aberrante qui a été mise en place, c'est de supprimer précisément la gratuité de ces tests. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, et c'est ce qui est en train d'être vérifié typiquement quand le gouvernement veut remettre en place des tests en plus, comme ça a été le cas, comme c'est le cas en Suisse. Mais là, c'est une forme de récompense. Là, pour ceux qui auront cédé à la première injection. De nombreux États, aujourd'hui, remettre en place, en plus de la vaccination, des tests. Typiquement, la ministre qui s'est fait poisser dans un vol en direction de la Suisse il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle n'avait pas, en plus de son passe vaccinal, elle n'avait pas fait un test avant de monter dans l'avion. Aujourd'hui, on sait que le vaccin n'empêche ni la contamination, ni la maladie. Oui. Il réduit individuellement le niveau d'incidence. Et donc, je termine simplement sur ce point-là. Ce qui veut dire que ce dont on a besoin, ça n'est pas de connaître le taux de contamination. Ce qu'on a besoin, c'est de détecter le plus tôt possible les personnes qui sont contaminées, pour limiter les interactions sociales. Donc on n'aurait jamais dû supprimer la gratuité n'existe pas. Ça nous aurait fait gagner du temps. C'est un peu ça la logique. La gratuité, les tests gratuits éternellement, ça n'existe pas. Au final, ça sera bien quelqu'un qui devra les payer. C'est l'ensemble de la solidarité nationale et notamment les plus jeunes générations. Donc à un moment, c'est quand même très très lourd. Et je pense que ces personnes qui sont réfractaires à la vaccination, la solidarité nationale n'a pas à être là éternellement pour leur permettre de se faire vacciner. C'est-à-dire que sans suppression de la gratuité, on ne serait pas à 90% aujourd'hui. Ils prennent leur responsabilité et ils prennent en charge leurs tests puisqu'il ne veulent pas aller vers la vaccination. Philippe David, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Mais ce n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure punitive. Ce que je veux dire, élargir. Il y a une incitation qui a été très forte et très longtemps. On va écouter un peu les autres. On est moins contagieux quand on est vacciné, mais on est quand même contagieux. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-on prêt pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon la quantité de variants qu'il y aura, à se faire des tests dans le nez chaque fois qu'on veut aller au restaurant, chaque fois qu'on veut aller au café, chaque fois qu'on veut aller en boîte de nuit, chaque fois qu'on veut aller au théâtre, chaque fois qu'on veut aller au cinéma. Est-on prêt à vivre dans ce monde ? C'est ce qu'on est en train d'organiser. Moi, je suis désolé, je ne suis pas prêt à vivre dans ce monde. On ira le vérifier sur le terrain aussi dans un instant. William Tessier. Pour rebondir à ce qu'a dit Philippe David,
vu que la population mondiale n'est pas vaccinée, on aura l'apparition de nouveaux variants. Donc la crise va à ce moment durer 2-3 ans jusqu'à que la population mondiale soit vaccinée. Et comme nous aurons l'apparition de nouveaux variants, la question c'est est-ce qu'on est prêt à laisser circuler le virus tant qu'on n'a pas d'admission dans les hôpitaux? Et donc les tests après n'auront plus aucun sens dans la mesure où ce qui compte c'est plus est-ce qu'on est symptomatique ou est-ce qu'on est porteur de virus ou pas, c'est est-ce qu'on est admis dans les hôpitaux. Et je pense que donc après les tests... Un dernier mot parce qu'on est pris par le temps. Mais maintenant, on le sait, on nous disait qu'on allait vivre dans un monde sans coronavirus, sans Covid. Ne disparaîtra pas. Maintenant, tous les médecins s'y accordent. Allez, sur le terrain, il nous reste 2 minutes avant de conclure cette première partie. Bonjour Marie Conan, vous êtes quelque part dans le 16e arrondissement. Tester au sens propre, mais sonder l'avis des Français sur ce qui les attend ce soir en termes d'annonces. Jusqu'ici, qu'avez-vous entendu? Est-ce qu'on est prêt à tout? Est-ce qu'on est prêt à se conformer à tout? Est-ce qu'on s'arme de patience aussi par rapport à ce qui nous attend? Oui, nous avons rencontré effectivement plusieurs passants tout à l'heure. Nous leur avons effectivement demandé quel était leur état d'esprit à quelques heures de ce Conseil de défense, à quelques heures surtout des nouvelles potentielles restrictions. Eh bien, dans cette rue, en tout cas, ils ne semblaient pas inquiets à ce sujet, mais plutôt excédés par la situation, fatigués de devoir sans cesse s'adapter. Alors, ok, ils s'adapteront, mais le constat est clair, c'est la lassitude aujourd'hui qui envahit les Français. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces passants. Une fermeture totale des établissements, ce serait franchement la goutte d'eau. Restrictions que Noël, l'esprit de Noël avait déjà été gâché, mais pour le Nouvel An, ils restent optimistes. Ils le fêteront, alors en petit comité, certes, mais les plans restent maintenus en France ou à l'étranger. Merci beaucoup Marie et merci également à Fabrice Elsner qui vous accompagne. Dans un instant, retour sur ce plateau avec mes invités. On parlera évidemment à nouveau de la situation sanitaire, mais j'aimerais aussi qu'on évoque ce fléau de la cocaïne qui frappe de plus en plus à nos portes, à la faveur d'une consommation qui s'accroît, mais également d'une production qui s'accroît. Vous allez le voir en Colombie. Ça pose aussi le problème des relations bilatérales avec ce pays. Comment faire pour taper du poing sur la table? Comment faire pour endiguer l'arrivée de ces cargaisons? On va s'interroger ensemble. On marque une courte pause et on revient pour parler aussi de ces saisies records, parce que la police et les douanes travaillent évidemment d'arrache-pied pour tenter de contenir quelque peu le phénomène. On verra ça avec Mario Bazac notamment. À tout à l'heure. Un autre thème en cette fin d'année qui pourrait, avec tout ce qu'on évoque ces derniers jours, passer inaperçu. Or, c'est aussi un problème de santé publique majeur. Cette France, désormais gangrénée par la coke, la France qui est le avec 600 000 usagers annuels, 600 000 Français qui prennent de la cocaïne régulièrement. Tous les milieux sociaux sont... a fortement baissé ces derniers temps, mais on va aussi s'intéresser à 13 tonnes interceptées en France en 2020, un peu plus de 18 2021, ce qui veut dire que les autorités ne font pas rien en la matière. Au Bazac, il y a eu encore des saisies records ces derniers jours. Oui, il y a eu 2 saisies records au mois de décembre, une à la sortie du dernier, de la cocaïne venue de Colombie, d'une tonne de cocaïne saisie le 22 décembre dernier. Et puis au début, 1,5 tonne de cocaïne qui avait été saisie dans un conteneur. Cette fois, la drogue provenait du Panama. Alors ces saisies, elles illustrent l'ampleur du de la cocaïne. La France est en fait le premier pays d'Europe au niveau saisie. En 2020, plus de 13 tonnes de cocaïne avaient été saisies. Il y a en fait en France 3 ports qui sont principalement ciblés par les narcotrafiquants, celui du Havre, de Dunkerque et de Marseille. Et l'envoi par conteneur est devenu aujourd'hui le principal vecteur utilisé par les trafiquants. Aujourd'hui, 70% du trafic est maritime, avec
plusieurs points de départ de cette drogue. On va le voir sur la carte. Cette drogue, elle chemine souvent via le Venezuela vers les Antilles françaises, puis le continent, depuis le Brésil à destination directe de la France, mais aussi parfois depuis le Pérou ou l'Équateur par le canal du Panama. Ces trajets, ils durent en moyenne entre 15 jours et 3 semaines, avec parfois des escales dans des pays rebonds avant d'arriver en France. Et à la revente, la valeur marchande de cette drogue est estimée à 25 000 € le kilo. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Laurent Ozon, 18 tonnes interceptées, mais combien qui sont passées? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, le cartel de Medellín, il y avait des reportages très bien faits qui avaient été faits sur l'approvisionnement à Miami, South Beach en Floride. Il y avait beaucoup d'interceptions, mais le trafic était tel qu'on continuait quand même d'abreuver toute la Floride et par-delà tous les États-Unis. On se dit, aucun effort n'est vain, bien sûr, mais on se dit, il va falloir un plan un peu plus conséquent pour en venir à bout, y compris vis-à-vis des consommateurs. On sait que les saisies sont toujours une toute petite partie du trafic réel, ça tout le monde le sait. Puis en plus, maintenant, la culture narco, je dirais, est devenue une culture grand public, avec les chaînes Netflix qui diffusent des séries à répétition sur le thème des narcotrafiquants, etc. Jean Castex a reçu le 6 octobre María Lucia Ramírez. María Lucia Ramírez, c'est la vice-présidente de Colombie. C'est aussi la sœur de Bernardo Ramírez, qui est un des plus gros narcotrafiquants de Colombie. Et elle est considérée, María Lucia Ramírez, comme la porte-parole des narcotrafiquants colombiens. Et on sait qu'elle a été reçue par Jean Castex le 6 octobre. J'imagine que c'était certainement pour parler de ça. Et la recevoir, c'est une manière de la légitimer et non de l'ostraciser. Je signale simplement que Jean Castex a reçu publiquement cette personne le 6 octobre. Et quelques mois plus tard, on parle d'explosion du trafic de cocaïne. J'imagine qu'il a abordé la question avec elle. Philippe David, est-ce que ça vous inspire? Quand même qui sont sur de mauvais rails. C'est conséquent. Mais si on va un peu plus loin, il y a des narco-États. On parlait de la Colombie. Tout le monde sait que la Colombie est un narco-État sur la cocaïne. C'est se battre, c'est chercher. Pendant des années. J'importais des containers pendant des années, d'accord? Moi qui venais des pays du triangle d'or, c'est-à-dire là c'est l'héroïne, c'est pas la cocaïne. Je ne sais pas combien de containers, j'en ai un qui a été bloqué 3 semaines à Marseille, parce qu'ils ont tout vérifié si j'étais pas un narcotrafiquant, ce que je n'étais pas, je vous rassure totalement. Bon, par contre, ils m'ont bloqué le matériel 3 semaines, ok, 3 semaines, 1 mois, mais ils ont tout ouvert. Vous avez le container d'un coup. Comment voulez-vous que les douaniers, qui ont déjà toutes les liasses d'importation à vérifier, est-ce que le produit est aux normes, si vous avez 10 tonnes de matériel et qu'au milieu, vous mettez un peu plus loin un autre avec 100 kilos de cocaïne, qu'est-ce que les douaniers peuvent vérifier? C'est, comme vous le disiez, Nelly, une aiguille dans une botte de foin. Oui, c'est absolument... On n'est pas les seuls. Je lisais encore un article ce week-end sur Anvers, je crois, qui est le port par où transite le plus de cocaïne en Europe. Il est beaucoup plus gros en nombre de containers que Le Havre ou Marseille. Anvers en containers fait plus que Marseille et Le Havre réunis, d'accord? Dans ces conditions, on ne va pas rajouter des agents des douanes dans tous les bateaux, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire une politique de santé publique et de communication à l'endroit des consommateurs qui soit plus proactive, William Tay, c'est ça que devrait faire le gouvernement? Je ne pense pas que ce soit une question de santé publique au vu du profil des consommateurs. La difficulté, Philippe, je vais arriver au développement. Oui. C'est-à-dire que la question des douaniers, on n'arrivera pas à augmenter le nombre de douaniers. De toute façon, c'est parce que la politique commerciale de l'Union européenne favorise le libre-échange depuis une vingtaine, trentaine d'années. Donc vraisemblablement, on ne pourra pas mettre le niveau de douanier auprès de santé publique fonctionnera, mais sur les différentes strates, il y a des strates qui ne sont pas sensibles en termes de campagne publique. Deuxièmement, c'est qu'en fait, consommer de la drogue, ça devient un certain mode de vie et c'est devenu cool pour certaines parties de la population. Et donc, vraisemblablement, le seul moyen de pouvoir arrêter ce fléau,
c'est de pouvoir sanctionner très durement les consommateurs à des peines de prison. Sinon, si par cas vous mettez uniquement des questions d'amende, vraisemblablement ils continueront parce que... On y viendra. Emmanuel Macron l'a évoqué il n'y a pas si longtemps. Emmanuel Macron l'a évoqué, mais de toute façon, c'est une partie de la population qui considérera que consommer de la drogue, c'est être rebelle, c'est être cool, et ils vont continuer à le faire parce que, comme l'a rappelé monsieur, ça devient une tendance, comme sur les séries Netflix, et comme on est en train de s'américaniser de plus en plus, ils vont vraisemblablement suivre ce mode de pensée. Et ensuite, après, sur la question du deal, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont pris différentes mesures. Mais tant qu'on ne frappera pas plus durement, eh ben on aura toujours des quartiers qui voudront de la drogue. Et c'est pour ça qu'on a des quartiers qui sortent de la République et qui alimentent un marché parallèle et donc des systèmes qui sont parallèles aux nôtres. Et tous les sujets sont liés. Mais il faut attaquer à la fois la production, mais en termes de production, tant qu'on n'aura pas des mesures. Mais aujourd'hui, est-ce que la France et l'Union européenne, hormis sur les traités de libre-échange, ont un moyen de pression sur les pays d'Amérique du Sud? Nous ne sommes pas les États-Unis. Les États-Unis ont un moyen de pression créatrice. Ouais. En ayant un moyen de pression sur les pays du Sud, les États-Unis ne parviennent pas à limiter l'importation de... Est-ce qu'on peut imaginer des mesures de rétorsion, comme on le fait dans le cas des migrants? Utiliser tous les moyens que nous avons, évidemment, mettre des pressions de contrôle. Je pense que ce n'est pas parce que c'est extrêmement difficile, et c'est vrai que 18 tonnes pour les 10 premiers mois de l'année, ce qui est déjà beaucoup plus que l'année 2020. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer à combattre ce fléau. Moi, je crois qu'il faut quand même une campagne de prévention, parce que vous avez aujourd'hui une consommation de la cocaïne qui ne concerne plus les milieux, je dirais, artistiques et élitistes, d'une certaine manière. Vous avez aujourd'hui, notamment, on l'a vu dans les cuisines, les cuistots qui sont sous pression, qui ont des horaires décalés, et pour tenir la cadence vont se prendre un petit rail de coke. On a vu des reportages à ce sujet-là. Je ne suis pas certaine qu'ils ont tous conscience des conséquences que ça peut avoir sur leur santé sur le long terme. Donc, à mon avis, on doit quand même faire une politique de prévention qui viserait ce public-là, parce que ça vient dans un moment... conseille de prendre ce produit pour tenir, et c'est extrêmement difficile. C'est vraiment important, la prévention. Il nous dit il y a toute une partie de la population qui serait hermétique à ce genre de campagne, sans préciser d'ailleurs quelle couche de population. À qui vous pensez? Aux jeunes, d'un certain milieu social plutôt aisé? Pour les milieux sociaux les plus défavorisés, de toute façon, ils s'informent du gouvernement. Donc, de toute façon, s'ils voient un spot à la télé, ils regardent la télé, ils regardent les réseaux. Oui. Du gouvernement, ils sont en marge de la société. Ça, c'est la première strate. Et sur les milieux... C'est encore plus cool de défier le gouvernement. Le problème, Philippe David, c'est que le gramme de cocaïne, il est accessible, quoi. Entre 60 et 80 euros le gramme. Je ne dis pas accessible, enfin, vous ne mettez pas un gramme dans le nez, j'imagine, tous les soirs. Le prix a baissé, drastiquement. Le prix s'est effondré, mais qu'est-ce qui joue aussi? Il faut voir le problème en amont. La cocaïne, c'est une drogue massivement produite dans la cordillère des Andes, en particulier Colombie, Équateur, etc. Vous avez des cartels, vous avez parlé du cartel de Medellín, il y avait le cartel de Cali, etc., qui dominaient le marché mondial du trafic de cocaïne. C'est les années 90. Les années 90. Mais aujourd'hui, il y a encore des cartels à Medellín, à Cali, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez des paysans qui faisaient du café. Colombie, gros producteur de café. Le cours du café s'est effondré au niveau mondial. Donc, les paysans n'arrivaient plus à vivre. Donc, quand vous avez des trafiquants qui arrivent, qui leur disent « Écoute, tu arraches tes caféiers, tu plantes de la coca, parce que c'est une plante au départ, après on la transforme en cocaïne, et tu vas gagner 10 fois, 15 fois, 20 fois ce que tu gagnes. » Le paysan, il n'a pas de quoi envoyer ses gosses à l'école, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que c'est là aussi qu'il faut voir le problème en amont. Et comme on le disait, quand vous avez... Je ne sais pas... C'est un problème d'économie. Il y a aussi un problème d'économie. Ouais. Et puis, surtout, j'ai oublié le nom, vous ne m'en voudrez pas, de la vice-présidente colombienne. Il va nous le rappeler? Maria Lucia Ramirez. Ramirez, très bien. Inutile de dire que je ne sais pas combien la cocaïne représente dans le PIB de la Colombie, mais vous prenez un pays comme... Vous êtes d'accord? Oui, dans les fourgons de la CIA aussi. Dans les fourgons de la CIA aussi. Qu'on a replanté, le pourcentage du PIB de la... une
quantité, mais ça devait être incroyable par rapport à l'héroïne et au pavot. Donc tant que vous avez des pays qui sont des narco-États, le souci c'est qu'il faudrait qu'ils aient d'autres moyens pour subsister que la culture des produits stupéfiants. Il y a un aspect qui est intéressant dans cette affaire de guerre contre la drogue. Alors c'est vrai que c'est intéressant de parler des modes de production, de la façon dont on a essayé d'encourager des modes de production alternatifs. 4 fois plus en 4 ans, juste voilà, pour vous donner une idée, ça corrobore ce que vous disiez. En 4 ans, la production de la Colombie, que la Colombie, a quadruplé. Voilà, je vous ai coupé. Voilà, non mais voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens dont on parle, typiquement cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est quand même vice-présidente de Colombie et qui est la quasiment porte-parole officielle des narcotrafiquants colombiens, et c'est une affaire de famille chez elle, en plus. Vous regardez, ces gens sortent tous dans les Panama Papers, par exemple. C'est-à-dire que ce sont tous systématiquement, et là on tient peut-être le fil de quelque chose d'intéressant sur lequel l'État pourrait peut-être éventuellement agir, du blanchiment de l'argent. Donc il faut geler les avoirs à l'étranger ? Mais on est capable de mettre en place, de bloquer les comptes d'un pays XYZ ou d'un diplomate XYZ à partir du moment où il a dit quelque chose qui n'allait pas bien, qui était mal considéré, etc. On l'a fait avec la Russie maintes et maintes fois pour des raisons diverses et variées, pas toujours très pertinentes. Aujourd'hui, on a des narco-États, on a des gens qui sont les représentants de cartels de drogue. On sait que ces gens-là ont besoin de blanchir leur argent. Il faut être capable de s'attaquer à la base, c'est-à-dire à l'argent. Allez, on va devoir s'interrompre, mais on n'a pas fini évidemment de parler de ce phénomène et peut-être des campagnes de sensibilisation à suivre, on le verra. Tout de suite, le Zap politique, compilé aujourd'hui par Mathieu Devez, et puis on se retrouve après pour évoquer à nouveau la question sanitaire. Vous le savez, il y aura des mesures annoncées à la fin de la journée par le gouvernement. À tout à l'heure. Disons les choses telles qu'elles sont, l'épidémie risque de repartir en trombe sous l'effet du variant Omicron qui circule à une vitesse phénoménale partout en Europe, avec un nombre de cas qui double tous les 2 ou 3 jours. Il provoque des vagues brutales, effrénées chez plusieurs de nos voisins, et notamment au Royaume-Uni, où des scientifiques prévoient même plusieurs centaines de milliers de cas par jour dans un horizon pas si lointain. On estime que 20% des cas détectés en France sont liés au variant Omicron. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, ce week-end, c'était 10%. Et donc probablement que, comme nous le constatons partout, c'est une part qui doublera dans les 2 à 3 jours qui viennent. Et Olivier Véran s'est encore exprimé sur ce sujet ce matin. Il se répand à très vive allure. Il devient progressivement majoritaire dans plusieurs régions de notre pays, notamment en Île-de-France, à Paris plus particulièrement, et devrait l'être bientôt au niveau national, probablement entre Noël et le Nouvel An. Là où nous étions en train d'atteindre le pic de la vague Delta, nous vivons malheureusement le début d'une vague Omicron. Les restrictions ne sont pas exclues, mais le cœur de notre stratégie, il est très simple, c'est vaccination, vaccination, vaccination. Nous avons un des taux de vaccination les plus élevés au monde. C'est la meilleure protection contre la circulation du virus et c'est la meilleure protection contre des mesures de restriction sanitaire qui ont toujours souhaitable que cette vaccination qui aujourd'hui fonctionne. Et notamment la hausse très forte du variant Omicron, semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes. Et donc d'éviter que ces personnes qui sont contaminées par le Omicron entraînent des foyers de contamination à leur tour et notamment contaminent des personnes, nous le savons, particulièrement fragiles. Je veux donc adresser un message extrêmement clair et encore une fois un message très fort, notamment aux jeunes. Réduisez au maximum vos contacts. Si vous avez le moindre doute, testez-vous. Et si vous avez un test positif, il est assez probable qu'il s'agisse du variant Omicron. Et donc même si vous n'avez pas de symptômes, même si vous avez peu de symptômes, isolez-vous encore plus scrupuleusement parce qu'encore une fois, il y a un risque de développement rapide de ce variant Omicron dans notre pays et vous savez que tout l'enjeu est de le ralentir, de le freiner au maximum le temps que se développe la campagne de rappel. Nous savons aujourd'hui que lors des premières, deuxième et troisième crises, nous avons payé un lourd tribut sur des personnes âgées vulnérables, qu'aujourd'hui, elles ne développent plus la maladie parce qu'elles sont protégées par ce schéma vaccinal. Donc c'est important en enseignement d'ailleurs pour tous les citoyens d'ailleurs de le voir. Aujourd'hui, nous avons protégé massivement
cette population et c'est très important et c'est ce qui nous permet de retrouver pour ces établissements une vie sociale partagée avec leur famille. Alors bien sûr avec toutes les exigences que nous recommandons et nous avons envoyé ces recommandations à tous les établissements de France avec un échange régulier lorsque nous demandons au directeur d'établissement de prendre les mesures proportionnées toujours à la situation sanitaire ambiante et à la situation sanitaire dans l'établissement. Le premier constat que nous avons partagé avec les élus locaux, c'est que si le virus accélère, nous accélérons aussi. Nous savons qu'une dose de rappel protège face aux variants Omicron. L'étude de l'Institut Pasteur qui a été rendue hier le confirme une nouvelle fois. Quand on a fait son rappel de vaccination, on est très fort infections liées aux variants Omicron contre les formes graves liées aux variants de vaccination va donc continuer à s'accélérer. Au mois de janvier, et effectivement, il est important que les enfants puissent aussi se faire vacciner. Vous voyez, moi-même, j'ai des enfants qui ont moins de 11 ans. J'en ai parlé avec eux. C'est important, je pense, d'en parler avec les enfants. C'est important pour les enfants aussi de les protéger. Vous savez, on ne connaît pas les effets du Covid long sur les enfants. On voit bien que sur les adultes, il y a des effets. Donc ça les protège. Et puis ça participe à la protection de la population en général. Je pense qu'on a tous envie de sortir de cette situation-là. Et la vaccination, une fois encore, la vaccination est au cœur de notre stratégie et surtout de la solution face à ce virus. Par définition, vous savez, notre principe, on construit un projet de loi gouvernemental. C'est un projet de loi qui est déjà ambitieux en soi. Il sera présenté lundi en Conseil des ministres et ensuite ce sera le projet de loi. Je serai d'ailleurs en audition le 29 décembre devant la commission des lois de l'Assemblée nationale pour ce 13e texte de loi consacré au Covid quand même. Quand certains critiquent le fonctionnement démocratique de notre pays, il n'y a aucun pays qui a ce texte de loi et j'ai été chaque fois présent au Parlement pour pouvoir le défendre. Les parlementaires travailleront et pourront éventuellement le renforcer s'ils le souhaitent. Donc s'ils souhaitent mettre en place un dispositif à l'allemande, ce qu'on appelle le 2G+, où il faudrait un test négatif en plus de la vaccination, on verra. S'ils souhaitent aborder la question du travail, nous verrons. Il y aura également la question du contrôle d'identité, j'en ai parlé, nous verrons. Nous souhaitons que la vie démocratique puisse se poursuivre. Mais je vois se multiplier aujourd'hui les peurs, les inquiétudes. Qu'est-ce que le gouvernement va décider? Quelles sont les mesures de restrictions supplémentaires qui sont sur la table? Aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est une seule chose, le pass vaccinal. Rien d'autre. Parce que c'est ce qui est sur la table aujourd'hui. Il n'y a pas de couvre-feu. Est-ce qu'il y aura des mesures complémentaires en fonction de l'évolution de la situation sanitaire? Ça, c'est le Premier ministre, le ministre de la Santé qui en décideront avec le Président de la République si jamais cela est nécessaire. Ce que nous discutons aujourd'hui, c'est la mise en place du pass vaccinal, c'est l'accélération de la vaccination. La troisième dose pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, et c'est la première dose pour ceux qui finalement se disent il vaut mieux se faire vacciner. 50 000 primo-vaccinés hier, ça paraît un chiffre anodin, moi je pense que c'est un chiffre important parce qu'il montre que la vaccination gagne du terrain, y compris chez les plus réticents. Un certain nombre d'interventions se sont faites pour s'exprimer en soutien très clair, très net à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Nous avons noté aussi plusieurs interventions extrêmement claires et nettes de différentes associations. Fait que des mesures prises s'agissant de nos établissements scolaires, par exemple de prolongation des vacances, ne pouvaient être qu'un ultime recours. Et en cela, elles rejoignent la volonté du gouvernement de tout faire pour maintenir les écoles ouvertes le plus possible. Et ça a été exprimé très clairement par plusieurs présidents. Vous savez, ça fait depuis mars 2020 maintenant que nous gérons cette crise avec le Président de la République et avec le Premier ministre. Ça fait depuis mars 2020 que j'accompagne les entreprises, les chefs d'entreprise. Parfois, on nous dit que ça va être très difficile. C'est que nos compatriotes et la nation française tout entière, elle a su à chaque fois surmonter les obstacles mieux que d'autres pays européens, mieux que d'autres pays dans le monde. Et que la société française a fait preuve d'une capacité de résistance, mais aussi d'une inventivité exceptionnelle. Et c'est pour ça que moi je ne redoute pas ce qui... Nous anticipons
Nous prenons les décisions, nous accélérons l'adoption du pass vaccinal. On anticipe sur le pass vaccinal. Mais regardez ce que nous faisons. Conseil des ministres exceptionnel le 27 décembre. Donc nous allons tous revenir travailler le 27 décembre pour faire passer ce texte de loi sur le pass vaccinal. Il pourrait être adopté dans la première quinzaine de janvier. Nous anticipons, nous allons vite, avec une stratégie sanitaire claire, la vaccination, et une stratégie économique tout aussi claire, l'accompagnement de chaque entreprise qui pourrait avoir des difficultés. Je voulais d'abord assurer mon soutien et comme je le fais à chaque fois depuis que je suis ministre de l'Intérieur, me rendre auprès des effectifs pour leur assurer de ce soutien et leur dire que leur travail n'est pas vain et qu'on ne va pas être impressionné parce que quelques voyous ont décidé de brûler un véhicule de police devant un commissariat. Je me suis donc permis de venir ici, de pouvoir saluer ces effectifs, saluer la célérité avec laquelle d'ailleurs ils ont interpellé des personnes qui sont suspectées, je rappelle que ce sont des mineurs ici, d'avoir brûlé ces véhicules, et de constater l'excellent travail qu'ils font ici, puisqu'on a doublé le nombre d'interpellations pour trafic de drogue en une année dans cette circonscription de police. C'était aussi pour moi le moyen de rappeler l'augmentation des effectifs qu'il y a eu dans ce commissariat, puisque grosso modo, dans le quinquennat du président de la République, c'est une quinzaine de policiers supplémentaires, soit un quart des effectifs qui auront été augmentés ici dans cette circonscription de police. La solution, c'est de ne pas lâcher le terrain, de dire aux policiers que matin, midi, soir, nuit, ils doivent protéger la population, surtout dans des quartiers ouvriers que je connais bien comme ici. Vous savez, l'État et la sécurité, c'est le bien de ceux qui n'ont pas de bien. Vous avez besoin, quand vous êtes issu des classes populaires et moyennes, lorsque vous vivez dans un logement social ou dans une petite... Garez votre voiture dans un garage, vous ne pouvez pas vous payer de vidéoprotection, vous ne pouvez pas vous payer de sécurité privée. C'est l'État et ce sont les policiers qui protègent. Ce sont les premiers instruments d'une politique sociale, les policiers qui protègent votre liberté. Celle pour vos enfants d'aller à l'école ou à l'université, celle de votre femme ou de votre fille de pouvoir prendre le métro, le bus ou les transports en commun, celle qui vous permet effectivement d'être tout simplement dans la liberté d'aller et venir et de vivre votre vie normalement. Et donc je suis venu rassurer ces policiers sur le sens de leur mission, mais je n'ai pas eu beaucoup besoin. J'ai trouvé ici des policiers déterminés, courageux et ayant envie de continuer ce travail très fort de lutte contre la délinquance. Il n'y a pas de campagne présidentielle sous cloche, il y a une vie démocratique qui est active, qui est vivante. La vie démocratique est fondamentale pour notre pays. Les élections font partie et le temps de l'élection viendra comme il est déjà venu pour d'autres élections précédemment. Les meetings existent, la Constitution les protège. Vous n'aurez pas manqué d'observer qu'il y a eu des meetings. Certains ont rassemblé beaucoup de monde. D'ailleurs, certains étaient plus attentifs que d'autres aux gestes barrières, au port du masque. J'invite chacun à faire très attention. C'est pas très compliqué, hein. Masque, gel hydroalcoolique disponible, des autotests en accès libre et en profusion si les gens ont un doute, de l'aération, capteur de CO2 quand on a une interrogation. Et là, on est capable de se réunir. L'hypothèse n'est pas sur la table, telle que nous voyons se développer la pandémie. Maintenant, vous savez, le virus nous a réservé un certain nombre de surprises, Laurence Ferrari, que nous n'attendions pas. Et ce variant Omicron en est... situation, et nous la voyons se déployer, la fermeture des lieux de culte, des jauges n'est pas à l'ordre du jour. Mais aucune une vie antérieure. C'est ce que vous avez fait voilà. Il y a quelques années. Il y a quelques années. C'est vrai que la sans protéger, il est effectivement toujours là. Et il faut ce variant Delta. La protection est un peu moins forte, mais elle est quand même très forte, de 70%, la protection contre Omicron ou Omicron. Et faisons les gestes barrières et les mesures de protection que je viens de définir. – 13h, dans quelques secondes, de retour avec vous pour la suite de Midi News. Avant de reprendre le débat, il est l'heure de faire un point sur l'actu en compagnie d'Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey. Rebonjour Nelly, bonjour à tous. C'est la ruée dans les centres de vaccination face à la propagation du variant Omicron et à quelques jours de la Saint-Sylvestre. Les Français se précipitent pour aller se faire vacciner. On va retrouver justement Thibaut Marcheteau en direct d'un centre de vaccination de Saint-Quentin en Yvelines. Alors Thibaut, vous êtes sur place depuis ce matin. Comment s'est passée la matinée? Racontez-nous.
Oui Audrey, comme vous le dites, on est aussi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Alors depuis ce matin, 1500 injections ont été réalisées. Le directeur de ce centre de vaccination nous confiait que 2000 rendez-vous ont été pris ce lundi. 400 doses restent encore à trouver preneurs, mais les personnes qui se présentent d'aller voir les grands-parents pour la bonne année, c'est la période idéale pour se faire vacciner. Et à Marseille, la 5e vague maintient les soignants sous pression. L'hôpital résiste mais voit arriver les limites de ses capacités avec inquiétude. Regardez. Le service de l'hôpital Nord de Marseille est déjà presque saturé. Pourtant, un nouveau patient a été pris en charge, un homme de 50 ans. En situation de détresse respiratoire, il a été... Beaucoup réfléchir. Et si j'avais été vacciné, j'aurais pas été en... Nombreux depuis ces dernières semaines, une situation critique qui... Le variant précédent, il fera probablement exploser les hôpitaux, je pense. Oui. Pour évacuer la tension, les interventions non urgentes ont d'ores et déjà été déprogrammées. Mais c'est le manque de bras qui menace aujourd'hui l'hôpital. Plus on avance et plus les gens sont fatigués, plus on perd des soignants également. Il y a beaucoup de soignants qui sont partis, des soignants qualifiés en réanimation qui sont partis. Et ça rend notre travail au quotidien encore plus difficile. Avec près de 1000 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence n'a jamais été aussi élevé dans la région. C'est l'inquiétude pour les commerçants et pas seulement. À quelques heures du Conseil de défense sanitaire, aucune piste n'est écartée. Tous craignent l'instauration d'un couvre-feu ou d'un reconfinement. Alors on va rejoindre justement Marie Conan en direct du 16e arrondissement de la capitale. Marie, dans quel état d'esprit sont les personnes que vous avez rencontrées ? Eh bien, nous avons rencontré plusieurs passants tout à l'heure. Nous leur avons effectivement demandé dans quel état d'esprit ils se sentaient à quelques heures de ce Conseil de défense, mais surtout à quelques heures de ces potentielles nouvelles restrictions. Eh bien, dans cette rue, en tout cas, ils ne semblaient pas inquiets, mais plutôt excédés par cette situation, fatigués de sans cesse devoir s'adapter. Le propose d'écouter quelques-uns des passants. Ils disent tout et leur contraire. Alors bon, il y en a ras-le-bol. Je crains que les mesures ne soient que politiques. Mais pour ce qui concerne le reste, la vaccination, maintenant on sait qu'on peut transmettre et qu'on peut recevoir. Donc tout ça, même si on nous demande de porter le masque à l'extérieur, je ne comprends pas très bien toutes ces mesures qui en fait nous ennuient et ne servent peut-être pas à grand-chose. Alors certains de ces passants nous racontaient que ces nouvelles potentielles restrictions gâchaient leur fête de fin d'année, avaient déjà gâché l'esprit de Noël. Mais pour le Nouvel An, ils restent optimistes. Beaucoup souhaitent le fêter. Alors en petit comité, certes, maintenu en France ou à l'étranger. Merci beaucoup. En raison de fortes chutes de neige, certaines zones sont totalement paralysées. La circulation est perturbée dans le centre et l'ouest du pays. Les chutes de neige devraient encore s'intensifier jusqu'à l'instant. Aucun blessé n'a encore été signalé. Et avant de revenir au sport, retour sur le Boxing Day en top 14. Un seul dans une rencontre longtemps indécise. Les Catalans sont les premiers dangereux, proches de l'essai, mais il aplatit hors des limites. L'arrière inscrit bien les premiers points de la rencontre sur pénalité. Castres reprend l'avantage grâce à Chilachava. Urdapieta transforme, 20-19, deuxième victoire à l'extérieur de la saison et le plein de confiance pour Castres, à une semaine d'affronter La Rochelle.
Perpignan-Castres est donc le seul match de Boxing Day joué en top 14 ce dimanche. 4 rencontres ont été reportées. Au classement, Castres termine provisoirement la phase allée dans le top 6. L'USAP stagne toujours dans le bas de tableau, avant-dernier devant Biarritz. Le a été présenté par Fortunéo, expert de la bourse en ligne. Fortunéo, j'aime ma banque. Allez, de retour avec vous pour la deuxième partie de Midi News. À l'heure qu'il est, on est tous suspendus aux annonces qui seront faites par l'exécutif au sortir du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres extraordinaires, mais qui auront lieu, une fois n'est pas coutume, plutôt en fin d'après-midi. Donc il faudra patienter sans doute aux alentours de 19h pour avoir toutes les réponses à nos questions, pour savoir ce qui nous attend pour cette fin d'année. En attendant, on va s'intéresser avec mes invités à l'aspect vaccinal de la chose, parce qu'on a bien compris que c'était aujourd'hui le nerf de la guerre. Bonjour Florian Tardif, la vaccination, où en est-on aujourd'hui de manière globale? Que sait-on sur les couches de population, les tranches d'âge qui sont les plus visées, les plus ciblées? Est-ce que là, on est arrivé à une vaccination exhaustive ou pas encore? Alors, pour être tout à fait exhaustif avec vous concernant la vaccination de la population, on est aux alentours de 90% de la population éligible, c'est-à-dire les plus de 12 ans qui sont vaccinés dans notre pays. Néanmoins, effectivement, il y a des différences notables entre les tranches de population concernées donc par cette vaccination. Si on prend l'une des tranches les plus exposées au virus, au virus Omicron en ce moment, c'est-à-dire les 18-40 ans, on est aux alentours de 90-92% de la population vaccinée. C'est un bon chiffre. On atteint la population vaccinée entre 70 et 79 ans. C'est l'une des difficultés de l'exécutif depuis le début de cette pandémie. Plus d'un décès sur deux, on monte même quasiment à 60%. Les plus de 80 ans dus donc à cette pandémie qui dure depuis 2 ans, on atteint uniquement 87% de la population. On avoisine le taux de 88% de la population vaccinée. Ce sont les moins vaccinés parmi les Français adultes dans notre pays, alors qu'ils représentent le plus grand nombre de décès. Merci beaucoup Florian. Vous restez avec nous parce qu'on parlera des enfants aussi tout à l'heure, et c'est très important ce qui se passe du côté des enfants en termes pêche encore chez les plus de 80 ans, on l'a compris. William Tay, est-ce qu'il y a un raté de ce point de vue-là? On a beaucoup misé sur la communication, sur la pédagogie, sur le fait d'aller chercher ces gens un peu par la main pour les inciter. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui? Faire de plus, à part se pointer à leur porte, taper et leur demander de prendre leur dose. On voit mal comment on peut les convaincre en fait. C'est quasiment ça en fait, parce qu'il ne reste plus que désormais maintenant. Mais globalement, quand on regarde les différentes mesures, toutes les mesures ont été prises. Passe sanitaire, passe vaccinal, éventuellement confinement des non-vaccinés qui est peut-être sur... Donc il ne reste plus que les choses qui sont soit obligatoires, soit on choisit de choisir une voie obligatoire, soit on ne le fait pas en fait, parce que les différentes mesures qui peuvent aller, on ne va pas la taper à la porte de chacune des personnes qui a plus de 80 ans pour aller les inciter à se faire vacciner. Et après, il reste encore des derniers cas, des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils considèrent aussi à cet âge-là que de toute façon, ils vont mourir et donc du coup, ça ne sert à rien de se faire vacciner. C'est une donnée chez les plus de 80 ans. Donc pour ces personnes-là, en raison de l'intérêt public et notamment du risque de saturation des hôpitaux, je pense qu'il faudra mettre sur place la question de la vaccination obligatoire des plus de 60 ans qui permettra en fait et qui les obligera à se faire vacciner dans la mesure où le nombre de places en réanimation est alentour entre 5 000 et 6 000 et qu'autour de cette population-là, si par cas avec la vague Omicron ils sont touchés, on risque une saturation des hôpitaux. Alors il y a peut-être un peu de fatalisme chez les 80 et plus, néanmoins Lydia Guirous, ils vont mourir peut-être plus vite du Covid parce qu'on sait que et qui sont emportés par le Covid, c'est 1 sur 3 à cet âge-là. Donc, de surcharge des hôpitaux à cause de cette catégorie de population. C'est les populations les plus à risque. Et depuis quelques mois, on parle du fameux aller vers, mais on n'arrive pas à aller vers ces populations qui sont aussi, il faut le dire, souvent isolées et qui n'ont pas pour tous les moyens numériques pour prendre des rendez-vous sur Doctolib et qui vivent dans une grande solitude. Mais il est urgent, à mon sens, de cibler davantage
des médecins généralistes, notamment dans les campagnes, qui ont un lien avec cette les convaincre de se vacciner parce que, évidemment, s'ils attrapent la Covid, ils ont énormément de risques, ça a été rappelé dans le sujet, de faire une forme grave et d'y rester. Donc, on ne va pas éternellement non plus fermer le pays pour protéger une population qui est déjà très avancée. Donc, l'obligation vaccinale pour cette catégorie-là, moi, je suis depuis très longtemps favorable à l'obligation vaccinale déguisé, et je considérais qu'il était préférable d'aller vers quelque chose de plus pour pouvoir accélérer cette vaccination, même avant qu'Omicron avec Delta à l'époque, et pour aussi protéger et éviter qu'on arrive à une vaccination obligatoire pour les 5-12 ans. Il me semble plus pertinent de vacciner les adultes et surtout les adultes à risque. On parle des personnes âgées, je parle aussi des personnes en situation d'obésité qui présentent des comorbidités. Vous avez encore ces personnes-là qui ne sont pas vaccinées, et il est incompréhensible aujourd'hui d'avoir une partie de la population qui a énormément de risques de développer une forme grave, qui n'accepte pas le vaccin. Donc s'il faut arriver à l'obligation vaccinale pour éviter d'aller vers une obligation vaccinale pour les enfants, moi j'y suis totalement favorable. Laurent Ozon, je m'excuse par avance pour avoir éternué, vous êtes loin de moi les uns et les autres. Laurent Ozon, un des éléments dans la psyché coupé aussi d'une certaine forme de vie sociale, mais dans un isolement total et qui risquent pas et de le contracter ou de le transmettre, mais il y a aussi ceux qui... c'est ceux-là qu'il faut aller prendre par la main aujourd'hui, même si à la marge, il y aura toujours des récalcitrants. Oui. Puis après, on parle d'aller frapper aux portes, et puis c'est pas bon pour vous. Et demain, qu'est-ce que ça va être? C'est pas bon pour vous cet aspect coercitif? Non, je pense que toutes les logiques qui ont été mises en place jusqu'à maintenant sont contre-productives pour l'essentiel en matière de vaccination. Je crois que le gouvernement a... Une belle couverture vaccinale, ça prouve son précisément, et on voit le résultat, c'est qu'avec une couverture vaccinale de 90%, qui est donc efficace. 10% supérieure à ce qui était indiqué au départ pour atteindre le seuil d'immunité collective. Mais ça, on a oublié. Je termine ça. Oui, on a oublié, mais les Français n'ont pas oublié précisément. Les Français n'ont pas oublié. Ils se souviennent très bien que ce gouvernement leur a dit qu'on atteindrait l'immunité collective si on était à 80%. On est à 90% et on n'y est pas. On leur a dit qu'il y aurait un retour à la liberté, un retour à la vie normale s'ils se faisaient vacciner. Ils se sont fait vacciner et on n'y est pas. On leur a dit qu'ils seraient protégés s'ils étaient vaccinés, qu'ils ne transmettraient pas. C'est pour ça qu'on a mis en place le pass sanitaire, et on s'est aperçu qu'avec le pass sanitaire, en étant vacciné triple dose, on pouvait transmettre et être malade. Et donc, qu'est-ce que vous Par préconisez ? ailleurs, je termine simplement sur un truc, les statistiques de l'adresse, parce qu'on va revenir aux chiffres. Après, la psychose, c'est bien, mais il faut quand même revenir aux données. Les chiffres de l'adresse montrent qu'effectivement, la population qui se retrouve dans les unités de soins intensifs, c'est une population très âgée. Et que dans cette population-là, la population non vaccinée représente autour du tiers. Ce qui veut dire que les 2 tiers des gens de cette catégorie de population qui se retrouvent aux urgences, qui se retrouvent en unité de soins intensifs, sont vaccinés. Donc, il y a un moment où la psychose collective autour d'un vaccin qui ne tient pas ses promesses, et la pression psychologique qui est mise par les médias et par le gouvernement sur les gens qui ne suivent pas les recommandations contradictoires de ce gouvernement depuis 2 ans, on va faire clair. Je vais vous poser une question claire. En gros, vous dites la vaccination, ça ne marche pas, on laisse tomber. C'est un peu ça le message ? Non. Ce que je dis, c'est que quand on gère une pandémie, on la gère avec des données et on met à jour ces données. Okay. Bon, quelles sont les données aujourd'hui ? Les données que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a Omicron qui se développe, et qui se développe dans quel pays ? Dans les pays qui sont les plus vaccinés au monde. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, vous pouvez prendre... C'est-à-dire, les pays les plus vaccinés au monde sont aussi les pays qui sont touchés davantage par Omicron. À l'inverse, si on n'avait pas cette couverture vaccinale avec la vague Delta Omicron, est-ce que les hôpitaux ? C'est la logique du communisme, si vous voulez. C'est que quand le communisme... Avec l'Union européenne, c'est pareil. Vous répondez pas à la question. Si par cas on avait ce taux d'incidence-là et ce nombre de cas-là, si on n'avait pas le vaccin, on serait en saturation des hôpitaux et on serait confiné. C'est vrai. Le confinement, c'était quelque chose qui était mis en place en expliquant à l'époque aux Français, quand on les a confinés, qu'il fallait éviter la circulation du virus.
On est bien d'accord. Donc, sous-entendu, en quelque sorte, en restant chez soi et en famille, on se transmet pas. On n'avait pas de vaccin à l'époque. On ne contribuait pas. Attendez, je termine simplement. On ne contribuait pas à la circulation du virus. Je termine simplement. On ne contribuait pas à la circulation du virus en restant chez soi et en famille. Aujourd'hui, on vous explique que les grands-mères doivent aller manger leur bûche de Noël dans la cuisine pour ne pas être contaminé. C'est pas le gouvernement, Attendez, excusez-moi, et qu'il faut se tester, même si on est doublement ou triplement vacciné, pour ne pas contaminer des gens qui sont eux-mêmes doublement ou triplement vaccinés. Donc, je vais vous interrompre, ça fait un petit moment que vous parlez. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, ces données contradictoires, il faut les prendre en compte. Où est-ce que le variant Omicron explose? Dans les pays les plus vaccinés. On va faire une sorte de qui sont actuellement hospitalisés, qui ne sont pas vaccinés, mais qui sont vaccinés, sauf que la majorité des Français, il faut regarder le taux d'hospitalisation en fonction de ces différentes populations. Et lorsqu'on regarde le taux d'hospitalisation, par exemple, pour les 20-39 ans, si vous êtes vacciné, si vous n'êtes pas vacciné, si vous êtes non vacciné, 684 hospitalisations pour 100 000 habitants. Si vous êtes vacciné même avec une dose de rappel, 78 pour 100 000 habitants. Il y a un facteur de 1 pour 6, 7 même entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui sont non vaccinés. Donc oui, la vaccination protège des formes graves, protège de l'hospitalisation. Non, effectivement, la vaccination ne permet pas d'endiguer durablement l'épidémie, mais à nouveau, lorsqu'on regarde le taux d'incidence en fonction des gens qui sont non vaccinés, vaccinés une dose, vaccinés 2 doses ou vaccinés 3 doses, eh bien, le taux de contamination est beaucoup moindre chez les personnes qui sont vaccinées et qui ont même reçu une dose de rappel. C'est pour cela que l'exécutif demande et va très certainement abaisser le délai entre la 2e et la 3e injection, tout simplement pour tenter de limiter la propagation du virus. Par contre, je vous rejoins par rapport à ce qui a pu être dit au tout début de cette pandémie. Non, le vaccin ne va pas réussir à limiter durablement la propagation du virus, puisqu'on le voit, même dans une population vaccinée, le virus arrive toujours à se propager. Et un dernier petit point par rapport, je suis désolé, je suis très long, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites juste avant moi concernant l'immunité collective. L'immunité collective, parfois on a dit que l'immunité collective serait atteinte à 60, 70%, 80%, tout simplement parce que pour déterminer ce chiffre, il y a un calcul qui est complexe et qui se fait à partir des données qui concernent donc le virus en question qui est en train de se propager. Et plus un virus se propage rapidement, plus il est contagieux, plus l'immunité collective augmente. Et c'est pour cela que le chiffre a évolué en fonction des virus. Là, on a un variant Florian qui est encore plus contagieux, donc il va falloir une immunité collective encore plus importante. Merci Florian pour cette remise en perspective. On vous retrouvera après pour parler des enfants. Je ne vous ai pas oublié. Réaction Lydia Guiraud, à ce qui vient d'être dit, de part et d'autre d'ailleurs. Vous étiez assez prompte à vouloir contredire tout à l'heure Laurent Ozon. Là, avec la démonstration, enfin en tout cas les explications de Florian, qu'est-ce que vous voulez lui dire à notre invité ? Moi, je trouve que son discours est assez dangereux parce que, d'une certaine manière, il laisse penser que la vaccination ne serait pas efficace, voire favoriserait la transmission des variants. Donc ça, je trouve que c'est assez... il faut manier ça avec beaucoup C'est ce que vous avez voulu sous-entendre ? Non, mais c'est pas ce que je sous-entends. Juste en un mot. On en est à 5 publications. Oui ou non, c'est oui ou non. On est à 5 publications scientifiques aujourd'hui qui disent qu'il y a une corrélation positive entre le taux de contamination à Omicron et le taux de vaccination. Okay, les médecins ne doivent pas lire ces études-là. Il n'y a pas de consensus médical là-dessus. Pour l'instant, ce que nous avons comme moyen pour lutter contre la propagation de cette pandémie, c'est quand même la vaccination et ça reste le plus efficace. J'ai trouvé aussi assez dangereux de dire que les personnes qui sont doublement... Je voudrais terminer. Laissez terminer. Donc je vais terminer. Quand on dit qu'il y a des personnes qui sont doublement vaccinées et qui sont aux urgences et parfois même en réanimation, évidemment, quand vous avez été doublement vacciné il y a 6, 7, 8 mois, que vous êtes une personne qui est assez fragile, bien sûr que vous êtes moins protégée. Donc il ne faut pas de fake news.
Faut pas raconter n'importe quoi. Et si on réduit la dose, le délai de dose de rappel, il y a une chose qu'il faut apprendre avec depuis exactement de 4 à 3 mois. Oui, depuis le début de la Covid, on avance en marchant en avance et on apprend chaque mois, chaque semaine. On a de nouveaux éléments et donc on essaye d'ajuster au mieux de la stratégie de lutte contre la Covid. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Merci. Alors, on ne va pas vous réconcilier sur la question et on va essayer de faire participer un petit peu, étendre un peu le débat. Philippe David, qu'on n'a pas entendu. Oui. Sur la dose de rappel, d'ailleurs, vous nous donniez une information intéressante tout à l'heure. Il y a un retour en grâce d'un vaccin qu'on a complètement laissé de côté en France et qui s'appelle AstraZeneca. Alors, c'est une étude de l'université d'Oxford. Ça a été publié il y a une trentaine de minutes sur des sites a priori sérieux. Une étude d'Oxford dit que la 3e dose en AstraZeneca serait la plus efficace. Alors, AstraZeneca, plus personne n'est vacciné en AstraZeneca en France. Il y a eu un psychodrame autour d'AstraZeneca. Pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de thrombose. Exactement. Donc, pour une certaine catégorie de population. Oui, mais alors quand on regarde, j'avais regardé l'âge moyen des morts du Covid, en début d'année, c'était de 82 ans et la moitié à plus de 85 ans. C'est là où je suis assez surpris qu'il n'y ait que 87% de vaccinés chez les plus de 80 ans, parce que voir vacciner des gamins de 6-7 ans, mais ça n'a, ou même 10 ans, 12 ans, à mon avis, ça n'a aucun sens. Mais voir que 13% des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés, alors qu'on sait que les gens qui ont le plus de risques de décéder sont les personnes âgées et ayant des comorbidités. Et malheureusement, c'est le cycle de la vie. Plus on est âgé, plus on a des risques de comorbidité. C'est là où ça pose question. On parle de vaccination pour les 5-12 ans au nom d'un effort collectif, c'est-à-dire pour pouvoir protéger leurs aînés qui ont le plus de... qui vont faire des formes graves et qui vont développer la Covid, alors que les enfants ont très peu de risques de développer la Covid. Donc on parle d'effort collectif. Et les personnes les plus âgées ne font pas cet effort collectif. Une partie d'entre elles, c'est 10-15%. La majorité le font quand même, il ne faut pas exagérer non plus. C'est ce que je viens de dire, 10-15%. Ce qui reste, donc il faut quand même à un moment que ce soit les aînés qui protègent. Allez, on va juste aller sur le terrain, voir comment ça se passe, puisqu'on parle de vaccination. Il se trouve qu'on a une de nos équipes qui se trouve dans un centre à Saint-Quentin en Yvelines, en l'occurrence Thibaut Marcheteau, accompagné d'Alice Chaumy. Bonjour Thibaut, on l'a dit, beaucoup profitent de cet intervalle entre les deux réveillons pour y aller. Ça donne quoi du côté de ce centre où vous vous trouvez aujourd'hui ? Oui, Nelly, au centre de vaccination au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On est avec le docteur Delaveau qui nous expliquait tout à l'heure qu'il y avait cette ruée dans les centres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe entre les fêtes, justement ? Eh bien justement, même depuis 2-3 semaines, il y a une vraie ruée depuis les dernières annonces où le chiffre est passé. On était à 400 doses par jour et là on monte à 2500 aujourd'hui. Donc on a multiplié par 5 ou 6 la capacité d'accueil suite aux dernières annonces. Et avec ce passeport vaccinal justement et des potentielles annonces plus restrictives du gouvernement, vous êtes prêt à aller un petit peu plus vite dans cette vaccination ? Tout à fait. Si ce soir il y a des annonces qui sont encore plus restrictives ou qui contraignent encore plus les gens, on peut monter jusqu'à 4000, 5000. Nous on va s'adapter en fonction de la demande, on est capable de s'adapter, on peut doubler encore la capacité de vaccination. Vous le voyez Nelly, ici la vaccination bat son plein entre les fêtes au centre de vaccination de Saint-Quentin en Yvelines. Et ici aussi on attend les annonces du gouvernement. On va prolonger un petit peu le plaisir avec ce médecin qui vous accompagne. J'ai une question spécifique pour lui que vous pouvez peut-être lui transmettre, parce que j'imagine qu'il ne m'entend pas, c'est vous qui avez l'oreillette. Quand on parle de vaccination, on parle de quoi ? On parle de gens qui viennent pour la première, deuxième ou dose de rappel. Où se situe le curseur ? C'est-à-dire que à quoi on assiste aujourd'hui ? À des gens qui viennent se faire vacciner pour la première fois ou à des gens qui ont envie de leur dose de rappel désormais ? Alors docteur, si on se fait une question de la présentatrice Nelly, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le profil des personnes qui viennent se vacciner aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des doses de rappel ? Est-ce que vous avez aussi des primo-vaccinés ? Alors, la majorité, ce sont effectivement les doses de rappel, les 3e doses, comme on dit. Mais il y a quelques-uns qui font parmi... là, j'ai compté une dizaine depuis ce matin de primo-vaccinés. Des gens qui viennent pour la première fois. Donc vous le voyez, à peu près 2500 rendez-vous ont été pris aujourd'hui pour se faire vacciner à ce centre de vaccination. Merci beaucoup. Thibaut Marcheteau, accompagné, on le rappelle, pour les images d'Alice Chaumy. William T, réaction à ce que vous avez entendu. Et à la question que je posais, 10, bon après, c'est un centre parmi d'autres.
effectivement, ça reste à la marge. Mais petit à petit, on peut aller grappiller ces personnes qui manquent à l'appel. Oui, quand on prend les chiffres au niveau national, je crois que les derniers chiffres, c'était plus de 200 000 personnes sur les 5 ou 7 derniers jours étaient primo-vaccinées. Donc des personnes, au fur et à mesure qu'on met des restrictions, des incitations en fonction de on va y arriver. On y arrive à peu près. Après, il reste un stock qui est résiduel. On estime à peu près à 5% la population qui est anti-vax primaire et qui n'ira pas se faire vacciner de toute façon. Ceux-là n'iront pas se faire vacciner. Mais dans la mesure où on a introduit le pass vaccinal et que du coup, il n'y a plus de brassage de population entre vaccinés et non vaccinés, dans la mesure où Omicron conduit à moins d'hospitalisation en soins graves. Vraisemblablement, on arrivera à un niveau où on pourra vivre avec le virus et on pourra laisser circuler le virus dans la mesure où les vaccinés n'iront pas dans les hôpitaux. Et donc, du coup, il faut être positif. On sait qu'on va vivre avec le virus. Il n'y a pas besoin de montrer des chiffres de plus en plus alarmants à 100 000, 200, peut-être on aura 100 000, 200 000, 300 000 contaminations. Mais il faut mettre le chiffre en perspective. Si c'est 300 000 contaminations de personnes entre 20 et 39 ans qui sont vaccinées avec la dose de rappel, on ne risquera pas de saturation. Donc, il n'y aura pas besoin d'évoquer la question du confinement et de la saturation des hôpitaux. Et après, pour revenir sur votre sujet, oui, le vaccin a une utilité, c'est que oui, il limite la question des transmissions, mais il permet une seule chose particulièrement, et c'est l'outil du vaccin, c'est qu'il empêche les formes graves, que ce soit la saturation des hôpitaux, l'admission en réanimation, et surtout les Covid longs. Donc il a une utilité. Alors, ça, vous contestez le fait que ça atténue les effets? Non, qu'avec le vaccin, écoutez, moi je me base sur les études scientifiques. C'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure, il faut être pragmatique. On peut dire une chose... Vous n'êtes pas le seul à le dire, on est d'accord. On raisonne à T0, on lit les publications, et qu'est-ce que nous disent ces publications? Elles nous disent, d'abord, si on regarde les statistiques de l'adresse, je le répète, les 2/3 des personnes qui sont en unité de soins intensifs sont des personnes qui sont doublement ou triplement vaccinées. Oui, mais il vous a fait la démonstration. Oui, non. Il y a un problème. C'est pas du tout une démonstration. Non, mais si, sur les catégories d'âge. Et précisément, non. C'est-à-dire que... on confond en fait corrélation et rapport de cause à effet. Il est évident qu'une partie de la population qui n'est pas vaccinée et qui n'a pas fait le choix de la vaccination le fait essentiellement pour des raisons sociales, parfois pour des raisons de conviction, parfois aussi parce qu'il y a des contre-indications médicales. Il y a des médecins. Moi, je connais par exemple une grand-mère. Parce qu'on est en train de déborder un petit peu, mais moi, je connais une grand-mère, par exemple, qui a fait une très mauvaise réaction à sa première dose. Le médecin lui a dit, si vous en prenez une deuxième, vous pouvez mourir. Elle ne fait pas sa deuxième dose. Il y a des gens qui ne se font pas vacciner parce qu'ils craignent pour leur santé aussi. Ça, il y en a aussi beaucoup. Donc, le psychodrame collectif, si vous voulez, sur la vaccination qui va freiner l'épidémie, ça ne fonctionne pas et on le voit en direct. Aujourd'hui, ce qui va freiner et ce qui va éteindre cette épidémie, la faire passer du stade pandémique au stade endémique, c'est Omicron. Une phrase, Florian Tardif. Juste pour contredire ce qui vient d'être dit, une seule phrase, en utilisant vos chiffres. La population non vaccinée en France, c'est 8%, et en reprenant vos chiffres, ça représente 30% des hospitalisations. Je crois que merci, ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner le droit de réponse parce que vous entendez cette petite musique qui retentit, ça veut dire qu'il faut qu'on s'interrompe. Et on revient après la pause, on aura encore une bonne demi-heure pour en parler. À tout à l'heure. On arrive déjà à la dernière partie de Midi News et on va parler des enfants à présent, toujours à propos et de la vaccination et de l'hospitalisation des enfants. Bonjour Florian Tardif, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous nous suivez un peu comme un fil rouge et vous nous donnez toutes ces données au compte-gouttes depuis le début de l'émission. On a 272 admissions chez les mineurs, grosso modo aujourd'hui à l'hôpital, dont 37 en soins critiques. Ça reste assez stable en réa, si on a bien compris, depuis quelques jours, mais il y a quand même un peu plus d'hospitalisation, parce que moi j'en étais restée à 140 en fin de semaine dernière. Néanmoins, vous nous disiez tout à l'heure, ça reste moins que pour la bronchiolite aujourd'hui. Oui, par exemple, on a jusqu'à 6000 passages aux urgences et 2000 hospitalisations chez les 0-2 ans pour la bronchiolite. Pardon. Donc, comme à chaque fois, et je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, on peut tout faire dire aux chiffres. Oui, il y a une augmentation des hospitalisations chez les plus jeunes, mais je m'entretenais tout à l'heure avec l'entourage d'Olivier Véran à ce sujet et il m'expliquait qu'il n'y avait pas d'inquiétude compte tenu donc de la situation en ce moment. Certes, il faut être très vigilant lorsque on a un enfant jeune, relativement jeune, qui est infecté par la Covid-19. Si on voit que sa maladie est de plus en plus importante et il faut absolument se rendre aux urgences, mais il n'y a pas de signaux inquiétants devant entraîner ou pousser l'exécutif à prendre des mesures beaucoup plus importantes et restrictives. On m'expliquait d'ailleurs dans l'entourage d'Olivier Véran que le ministre
certes de la santé, mais également des solidarités, et qu'il est important de préserver le psychisme des enfants, de ne pas imposer encore davantage de restrictions à l'encontre des enfants qui ont été, depuis le début de cette pandémie, lourdement impactés par les différentes mesures, et notamment la mesure de confinement. Juste un mot sur la vaccination des enfants, dont on sait qu'elle a débuté la semaine dernière. C'est sur une base volontaire. Est-ce que ça prend pour l'instant, ou est-ce que ça reste très parcellaire ? Je n'ai pas les derniers chiffres en ma possession, Nelly. Je vais regarder cela et je vous dirai dans un instant. Oui, on en reparlera plus tard. Rien ne presse. Alors justement, l'école, ça fait partie des gros points qui seront discutés cet après-midi, qui ont déjà été abordés, vous l'imaginez, en amont. Aujourd'hui, il va falloir trancher, arbitrer. A priori, pas de gros bouleversements en la matière. Néanmoins, on vous a préparé un petit reportage pour voir ce qui est en jeu. Regardez en résumé. Lutter contre la propagation du virus chez les enfants en décalant la rentrée. L'idée lancée par une cinquantaine de soignants ne séduit pas tout le monde. Surtout les parents, qui devront de nouveau jongler entre leur travail et les devoirs des enfants. Là, c'est un vrai problème pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler. La question qui se pose, c'est celle de quelque chose comme le chômage partiel ou d'une indemnisation quelconque, mais on retombe dans le quoi qu'il en coûte. Des cours à distance parfois difficiles à suivre pour certains élèves. Décaler la rentrée n'est pas envisageable en vue des examens de fin d'année pour cet enseignant. Si on ferme, qu'on rouvre, qu'on referme, qu'on rouvre, on va avoir une scolarité très hachée et il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on a aussi des examens qui arrivent très bientôt. Le baccalauréat a ses épreuves de spécialité à la mi-mars. Professeurs et médecins s'accordent sur un point. Ils réclament au gouvernement d'investir dans des purificateurs d'air dans les classes et d'élaborer un nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Philippe David, bon, certains seront soulagés évidemment d'entendre ça. A priori, c'est pas sur la table, surtout les parents. Mais néanmoins, non, mais ce que ça sous-entend aussi, c'est que on veut pas sacrifier toute une génération ou toute une classe d'âge sur l'autel d'une pandémie ou d'une situation endémique selon comment on aborde la chose. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on sait qu'Emmanuel Macron tenait à continuer d'envoyer les enfants à l'école parce qu'il a été frappé comme ça d'une espèce de vision sur la situation des petits qui étaient en déshérence scolaire. Enfin, des tout-petits de la classe maternelle jusqu'au bac, on a quand même sacrifié beaucoup à la jeunesse. Le bac et au supérieur, le bac des 2 dernières années n'a strictement aucune valeur. Je veux dire, vous arrivez avec votre bac, ça doit équivaloir à peu près au certificat d'études des années 50. Et je suis. On disait pareil du bac 68, hein, mais bon. Oui, non, mais ça fait des gens très bien à l'arrivée, qui ont bossé, les baby-boomers. Non, mais c'était vrai aussi, le bac 68, il fallait faire un énorme effort pour le rater. Déjà, pour les 17-18 ans, premier problème. Deuxième problème pour les tout-petits, avec le masque, retard d'assimilation du langage. Donc eux, il va falloir les récupérer. Ceux qui ont un bac qui ne vaut rien et qui ont fait plein de cours en Zoom, plus ou moins bien suivis, etc., quel va être leur niveau dans le supérieur? Et puis après, vous savez, il y a le coup près qui tombe. Le coup près, c'est quand vous allez chercher un job, que vous allez passer un entretien d'embauche, et que bon, on a des doutes sur vos compétences, et qu'à la fin de votre période d'essai, on n'a plus aucun doute sur vos compétences, mais pas au bon sens du terme, et qu'on vous dire, écoutez, voilà, vous n'êtes pas vraiment le profil qu'on recherchait, on s'est trompé dans notre recrutement, on vous remercie. Parce que c'est ça. On a sacrifié on a sacrifié des centaines de milliers de jeunes pour une pandémie qui ne les touchait pas. Mais vous me direz, dans tous les drames de l'humanité, c'est toujours la jeunesse qui est sacrifiée. C'est terrible comme constat. Oui, mais attendez, dans les guerres, c'est toujours les jeunes qui sont sacrifiés. Hein. Les gens dans les tranchées, ils n'avaient pas 75 ans. Hein. Non, mais sur la baisse de niveau, est-ce que c'est pas un peu gros, forcir le trait Non, mais la baisse de niveau de l'école, c'était déjà le cas. Regardez PISA et Teams, notre niveau. D'ailleurs, les étudiants, beaucoup ont travaillé d'arrache-pied pour tenter de combler leur retard aussi. Oui, mais attendez, ils ont rien fait, ils ont profité de rien faire. J'ai pas dit rien. Vous avez vu les niveaux PISA et Teams? Où la France s'effondre depuis... Oui, mais ça va pas arranger les choses. Même avant la Covid, nous étions dans le bas du classement effectivement, PISA. Parce qu'en fait, la crise sanitaire a aggravé des problèmes qui étaient déjà existants. C'est-à-dire que le niveau à l'école a baissé le niveau des écoliers français et ça a aggravé davantage les inégalités dans la mesure où certains élèves ont été davantage touchés que d'autres. Et après, sur la question de l'école, Emmanuel Macron a voulu, peut-être a été frappé par une vision, mais il a surtout voulu laisser les enfants à l'école pour surtout libérer les parents, pour faire fonctionner la machine économique. Et il a raison en ce sens-là, dans la mesure
mesure où aujourd'hui on incite, et c'est là où Philippe David a raison, c'est qu'on sacrifie plutôt les jeunes pour protéger les plus âgés. Et donc c'est un choix collectif qu'on a fait, mais d'un point de vue de politique publique, c'est le choix le plus aberrant possible, parce que ce sont les jeunes qui vont préparer l'avenir, qui vont rembourser la dette du pays, voilà. Et c'est eux qui vont rembourser, parce que quand on prend tous les niveaux, les indicateurs, c'est-à-dire que notre endettement a augmenté, nos différents indicateurs sont plutôt mauvais sur les plus jeunes, leur diplôme vaut moins qu'un même diplôme de celui qu'il a obtenu il y a 3-4 ans, sur le marché du travail, ça va être plus difficile pour eux. Et donc, du coup, d'un point de vue stratégique, on n'a aucun intérêt à le faire. Et après, sur la question, j'arrive juste après sur la question de la France qui a gardé l'école ouverte. Il faut quand même rappeler qu'on a au début, et sur la question de la vaccination, je pense que ça n'a aucun sens dans la mesure où, par rapport aux derniers indicateurs, dans la mesure où ils n'ont aucune chance d'avoir des formes graves. Très court, le pire, et c'est justement William Tay qui l'a dit, pour les jeunes, c'est la dette qu'il va falloir payer, parce que si on regarde les chiffres, notre dette, elle n'était pas à 2000 milliards avant le Covid, mais à 4000, elle était au double, parce qu'on ne compte pas dedans les retraites des fonctionnaires, enfin les pensions des fonctionnaires, pardon, pour avoir des comptes pas trop mauvais à Bruxelles. Alors quand vous rajoutez la dette Covid, je peux vous garantir que nos gosses, ils sont criblés de dettes. Et même nos petits-enfants qui ne sont pas nés. Vous voyez un peu. On peut dire merci à votre génération. Lydia Guéros, vous nous dites, on a laissé ouvert, mais pas au début. On a fermé pendant un certain temps quand même. Souvenez-vous des cours en distanciel. Ça a duré quand évidemment, même. Et moi j'ai donné des cours à des élèves dans le supérieur qui étaient derrière leur écran parfois pendant 8 heures par jour. C'était absolument terrible. Ils étaient dans un état de détresse psychologique. Il a fallu les rattraper. Et quand vous parlez aux pédopsychiatres, aux psychiatres et notamment à Necker qui a tiré la sonnette d'alarme parce que vous avez notamment chez les adolescents et les très jeunes adultes un niveau de dépression, des tentatives de suicide qui ont aussi augmenté. Il faut tenir compte de cela, mais il faut aussi penser aux plus jeunes, ceux qui rentrent dans l'apprentissage, qui sont en maternelle, qui sont aussi au CP et qui commencent à découvrir la lecture, l'écriture et qui n'assimilent pas le langage de la même manière. Donc, on appelle le développement cognitif. Exactement. Mais donc au début, évidemment, comme l'ensemble de la planète, il y a eu un mouvement où tout le monde s'est confiné, on a tout fermé. Mais très rapidement, et c'est quand même à mettre à l'actif du gouvernement et notamment de Jean-Michel Blanquer, ils ont gardé les écoles ouvertes. Et on a gardé les écoles ouvertes aussi pour les élèves parce que vous aviez eu un niveau de violence intrafamiliale qui avait explosé. Il faut s'en souvenir, il y a eu des enfants qui sont morts, des violences subies par leurs parents, mais il y a aussi un retard dans l'apprentissage, dans la sociabilisation et l'équilibre de ces enfants qu'il ne faut pas sacrifier. La génération Covid ne doit pas être une génération sacrifiée au nom du principe de surprécaution dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors qu'ils ne sont pas les plus touchés. Ozon, c'était une vaste connerie de fermer les écoles, même la première fois, où vous dites à l'époque on savait pas ça, on a découvert. En fait, je ne veux pas trop répondre sur ce point-là, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit autour de cette table. Je voudrais rappeler quand même une chose, là toujours pareil, les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut paraît-il, mais il y a quand même une réalité, c'est que le Covid a représenté 2% des hospitalisations en 2020. Voilà. Et donc quand on met... ce sont des chiffres, ce sont les chiffres officiels reconnus. Donc quand on met en perspective les souffrances psychologiques, le niveau de détresse sociale et de détresse psychologique qu'on a causé, les ravages qu'on a causés à l'économie, l'explosion de la dette, etc., mettons-les en perspective un petit peu avec ce chiffre, 2% des hospitalisations en 2020, c'est-à-dire l'année où il y a eu le plus d'hospitalisations. On va faire appel à notre fact-checker officiel, en l'occurrence Florian Tardif. Bon, je ne sais pas si vous n'avez pas tous les chiffres en tête, vous n'êtes pas de la science non plus, mais ça vous parle 2% en 2020 ou ça vous paraît en deçà quand même de ce qu'on avait vécu ? Non, c'est le chiffre officiel. Sur les hospitalisations, je vérifierai le chiffre exactement, mais effectivement, ça me parle. Après, il y a encore... il faut tout dire lorsqu'on utilise les chiffres. La vraie problématique concernant les personnes qui ont été malades du Covid, et on parle des personnes qui ont été hospitalisées, notamment en service de réanimation, c'est qu'ils sont restés des jours, des semaines, voire pour certains des mois dans les hôpitaux. Donc 2% des hospitalisations, lorsque un malade reste plusieurs semaines dans un service et vient occuper le lit d'une personne qui a dû être déprogrammée pour un autre soin, c'est problématique et c'est tout le défi depuis mars 2020. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette petite intervention. J'aimerais qu'on parle de la France par rapport aux autres pays en termes de prise de décision. Vous savez, on a reconfiné ces dernières semaines. Ça a commencé en Autriche, qui l'a fait pendant une période certes limitée, mais qui après a conditionné la sortie des personnes au vaccin. Les Pays-Bas, ça a été fait grand fracas la semaine dernière. Est-ce qu'on s'en sort
plutôt bien d'un point de vue de la stratégie gouvernementale? Est-ce qu'on adopte la bonne attitude? Est-ce qu'on fait figure même de précurseur et on peut ériger la France en modèle ou pas du tout, selon vous? Quand on voit les réactions dans les rues qu'il y a eu dans des pays quand même plutôt disciplinés, parce qu'on dit souvent que les Français, c'est les spécialistes de la grève, les spécialistes de la manif, les spécialistes de la casse, alors que l'Autriche et les Pays-Bas, on va dire que c'est quand même pas les peuples les plus sanguins qui existent de la planète, les plus rebelles qu'on connaisse de la planète. Je pense qu'on a peut-être eu beaucoup plus de résilience que les autres. Mais vous savez, c'est le principe de la grenouille. Vous trempez la grenouille dans l'eau froide, vous faites monter la température, elle meurt au bout d'un moment sans s'en rendre compte. Alors que là, si on nous avait dit d'un seul coup, parce que revenons 3 ans en arrière. On vous aurait dit, il faudra donner votre passe pour aller boire un café. Il faudra donner votre passe pour aller au cinéma. Il faudra faire ceci, il faudra faire cela. Mais vous êtes fou. On vous aurait dit, vous êtes fou. Le président lui-même l'avait dit. Oui, le président l'avait dit lui-même. Donc les Français sont résilients. Les Français sont plus que résilients. On disait à l'époque que les Français étaient le peuple le plus révolutionnaire de la planète. Écoutez, la preuve que non. Les Français... Lydia qui prend la parole sans collègue de Malaisie. Excusez-moi, non, c'est la plus révolutionnaire. C'est la rebelle du plateau. Je crois que c'est un journaliste américain qui disait que les Français aboient beaucoup mais agissent assez peu. Donc c'est vrai qu'on peut crier, on peut se révolter un petit peu, mais bon, après, on est assez discipliné au final et on l'a vu avec le pass sanitaire et la vaccination. William T, on ne suit plus les autres pays, mais eux nous observent aujourd'hui. Moi, je différencierais 2 années. Si en 2020, on n'a pas été bon. En 2020, on n'a pas été bon, notamment par rapport à l'Allemagne, etc., parce que nos défauts structurels étaient plus importants que l'hôpital public allemand. Par contre, si on prend 2021, et c'est là où c'est plutôt amusant, c'est qu'on avait plutôt critiqué la stratégie de Trump et de Boris Johnson, qui était ouverture, mais qui était combinée à la vaccination. En fait, on a suivi le modèle de Johnson. Et si la France se situe parmi les premiers pays, c'est parce qu'on a suivi ce type de stratégie. Et on le voit depuis l'apparition du variant qui est apparu en décembre 2020, c'est que la France est calée sur la stratégie britannique et donc la stratégie de Boris Johnson, avec un décalage de 3 à 4 semaines et un petit décalage en termes de retard de vaccination. Et en ce sens-là, Emmanuel Macron, on peut plutôt lui reconnaître ça, c'était sa grande décision et son grand changement de stratégie en début 2021, c'est quand des médecins lui ont dit il faut confiner, tout est catastrophique, et lui a compris qu'il fallait concilier non pas uniquement la question sanitaire, mais concilier ça avec les questions économiques, psychologiques et sociales. Laurent Ozon, ça on peut le mettre au crédit de l'exécutif quand même? Ce qu'on peut mettre au crédit de l'exécutif, c'est d'avoir compris, c'est d'avoir fait de la question économique, c'est-à-dire du choc psychologique censé être produit par la vaccination, je dirais son objectif. C'est-à-dire qu'en clair, on ne peut pas comprendre en fait l'acharnement des pouvoirs publics, aussi bien en France que dans la plupart des autres pays européens, autour de la question vaccinale, si on ne comprend pas qu'ils ont considéré à un moment que c'était la seule façon de créer un choc psychologique dans l'opinion et de sortir en quelque sorte les gens du truc. Ça a été fait avec une telle violence et parfois avec des informations et objectivement des lignes de conduite totalement contradictoires pendant tellement de mois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait psycho première année pour savoir que quand vous envoyez des signaux contradictoires absurdes à des gens, à une population en permanence et que vous la matraquez avec une information qui est une information qui crée du stress, qui crée une psychose collective, il y a qu'à regarder dans les rues le comportement des gens, etc. Lorsque vous faites ça, vous finissez par provoquer de l'apathie. Et je crois que ce gouvernement a réussi à casser complètement les ressorts, je dirais, les ressorts de liberté. En gros, vous dites on est devenu des moutons, on suit la cadence parce qu'on n'a pas trop le choix. Je crois qu'on a eu affaire en fait à une forme de dressage, une politique de dressage générale sous prétexte sanitaire, et la plupart des pays occidentaux, avec les résultats qu'on sait. Et je pense qu'il va falloir un jour ou l'autre faire le bilan de tout ça. Un tout dernier mot, vraiment. Il y a 3 choses où on n'a pas retenu la leçon. Regardez les masques. On a demandé à des entrepreneurs français de faire des masques. Et les hôpitaux, disant que les masques français sont trop chers, les achètent encore où ? En Chine. Oui, deuxième point, j'ai fait un autotest juste avant le réveillon. Le test, il était made in China. J'ai pas trouvé de test made in France. Déjà, si vous en avez eu un, c'est bien. Parce oui, que j'ai une adresse pour en avoir, il n'y a pas de problème. Et le tuto était qu'en anglais. Alors, inutile de dire que si vous parlez pas anglais, vous êtes un peu ennuyé. Et enfin, le vaccin des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, on est le seul pays à ne pas avoir eu un seul vaccin. On nous a vendu il y a 5 ans la Startup Nation. J'ai l'impression qu'on est plutôt la Fall Down Nation. Mais il y a juste un point dessus, c'est que la France a été
pas très bonne au début, mais dans les derniers mois, depuis pas très bonne, c'est un euphémisme. Oui, oui on n'est pas très doué. Mais par contre, on est en train, mais sur tous les indicateurs, on est en train de rattraper tout le monde. Sur la croissance économique, sur la question de la vaccination, on était en retard par rapport à tout le monde, et on est en train de rattraper tout le monde. Donc il y a quand même des bons signes. On peut féliciter. On a 2 points exécutifs et 2 anti là sur le plateau. Non, mais on a toujours pas de vaccin. En termes de satisfaction, de manière objective, c'est vrai que l'année 2021, ils ont plutôt bien géré les choses avec beaucoup d'agilité, en soutien à l'économie. Un peu plus d'audace, quoi. Assez mesuré entre des mesures restrictives et une ouverture et un maintien d'une vie à peu près normale. L'année 2020 était plus compliquée. Mais est-ce qu'il y aurait une meilleure gestion avec d'autres manettes? Je ne suis pas certaine. Il y en a quand même beaucoup qui parlent de plus de restrictions. On a beaucoup parlé donc des mesures qui seront prises pour la fin de l'année, mais il y a aussi ce calendrier législatif qui a été avancé. Florian Tardif, le pass vaccinal, c'est ce qui nous attend à la rentrée. On va essayer de gagner 15 jours. Là encore, on accélère la cadence. Comment ça va se passer? Et là encore, quelles sont les mesures sur la table? Alors comment cela va se passer? Ce projet de loi va être présenté en Conseil des ministres. Olivier Véran va être auditionné par la Commission des lois cette semaine. Et puis ensuite, il y aura un passage devant le Parlement, c'est-à-dire devant les députés de l'Assemblée nationale, puis devant les sénateurs qui approuveront ou non ce projet de loi avec quelques modifications. Alors qu'est-ce qui est contenu dans ce projet de loi? La principale modification est de faire passer ce pass sanitaire à un pass vaccinal, c'est-à-dire que pour obtenir ce pass vaccinal, dorénavant, vous ne pourrez plus utiliser des tests négatifs effectués récemment prouvant que vous n'êtes pas atteint de la Covid, comme c'était le cas jusqu'à présent. Le tout est encore, une nouvelle fois, d'inciter la population à se faire vacciner. La fameuse mesure 2G. Et la fameuse mesure 2G ou 2G+, effectivement, elle fera partie intégrante de ce projet de loi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on pourra demander dans certains lieux un justificatif supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faudra à la fois justifier qu'on est vacciné. On parle notamment des concerts, par exemple. Voilà ce qu'on m'explique dans l'entourage d'Olivier Véran. Et en plus, justifier qu'on a effectué un test récemment et que ce test est négatif. Il sera également utilisé, me précise-t-on, dans l'entourage du ministre des Solidarités et de la Santé, pour les personnes nouvellement vaccinées. C'est-à-dire que les personnes qui vont débuter un schéma de vaccination, on leur demandera également toujours de fournir un test négatif pour pouvoir entrer dans certains lieux. Merci beaucoup, Florian. C'est n'importe quoi pour vous, cette notion de passe vaccinal 2G, 2G+. Oui, non, mais on a dit expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils se fassent vacciner pour ne plus transmettre, pour après ne plus être malade. Et puis maintenant, on leur explique et pour retrouver une vie normale, c'est-à-dire pouvoir aller au restaurant alors que les autres n'avaient plus le droit d'y aller. Et puis maintenant, les gens qui se sont fait vacciner, 2e, 3e dose, vont se retrouver comme les autres à être obligés de faire des tests, à reporter le masque. Et globalement, tout cela démontre quoi? C'est que la stratégie de pression psychologique et de systématisme vaccinal du gouvernement a échoué. Elle échoue et elle va continuer à échouer. D'un mot, vraiment un petit tour de table, il nous reste 1 minute pour que chacun s'exprime. Ça devient ubuesque tout ça? Je mettrai un point, moi je pense que c'est pas une bonne idée. C'est comme sur la question du pass sanitaire. Le pass sanitaire sert à inciter à la vaccination, mais ne permet pas de limiter les questions de contamination. Et là, dans le même sens, ça va pas dans le bon sens parce que le pass vaccinal permet de mettre d'un côté les vaccinés, de l'autre côté les non vaccinés. Donc comme il n'y a pas de brassage de population, du coup il n'y a aucun risque de contamination. Et le deuxième point, c'est que si par cas c'est une condition sine qua non pour ouvrir les discothèques, il faudra le faire. Lydia, on se dit tous, et puis quoi encore On a l'impression d'une fuite en avant sanitaire avec toujours de nouveaux éléments. Alors là, je trouve que c'est quand même l'élément en trop, ce 2G+. Quand on est vacciné, qu'on a fait sa dose de rappel, en plus devoir faire un test, c'est quand même un peu, il me semble, excessif. On est tous un peu d'accord sur le trop-plan. Non, mais au final, il y a quand même des filières et des secteurs d'activité qui vont mourir parce que je ne sais pas où. Si c'est dans les restaurants, est-ce que vous allez faire un test avant d'aller au restaurant? Philippe David, vous entendez la musique? Très court, on termine en chanson et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est l'homme de radio qui sait qu'on a des contraintes de temps. Merci à tous les cas d'avoir pris part à ce débat. J'étais ravie de vous retrouver pour cette édition de Midi News. On va marquer, et merci beaucoup, un grand merci à Florian Tardif qui nous suit toujours derrière l'écran sur son plasma et que je retrouverai sans doute cet après-midi. Je vous rejoins à 15h30 pour 90 minutes info. Excellente journée à tous.